Laurence Perrault. Et bonjour et bienvenue pour vous qui nous rejoignez peut-être juste maintenant sur ces routes de l'été. Notre rendez-vous riche d'histoires humaines, riche de décors insolites, de rencontres plutôt savoureuses. Je vais vous donner le premier rendez-vous qui va débuter dans quelques instants. On va faire un tour du monde pas comme les autres. Il sera à pied, à vélo, à la rame. Il s'agit de Thierry Corbarieux et son fils Yann qui ont traversé les océans et les continents pour une grande cause, lutter contre la mucoviscidose. Ils rentrent tout juste de cette grande aventure hors norme et Thierry sera avec nous en direct pour nous raconter toute cette aventure. Puis on prendra la direction du Tarn pour un western. Hi-ha, sans quitter la France. Vous avez toujours rêvé de dormir dans un saloon, dans une cabane de trappeurs? Au camping Les Ozérales, c'est possible. Et son propriétaire, Vincent, va nous ouvrir les portes de ce décor de film grandeur nature et de cet hébergement pour les vacances un peu atypiques. Et puis juste après, à midi moins le quart, je vous invite à l'une des tables étoilées de France les plus réputées. Lui aussi est exceptionnel, de tendresse pour l'humain, d'humanité pour les autres. Il fait travailler beaucoup de jeunes et de producteurs qui sont même dans le besoin. Il s'appelle Christophe Hay. Il est installé à Blois. Il sublime les produits de la Loire. Il cultive lui-même d'ailleurs une partie de ce qu'il sert dans les assiettes. Une cuisine du terroir, responsable et engagée. Et un chef pas comme les autres qui sera invité sur Sud Radio. Vous êtes avec nous. Merci d'ailleurs d'être sur Sud Radio. C'est Jamel qui réalise cette émission et Manu qui vous attend au standard au 0826 300 300 où vous êtes convié, voire invité pour réagir à tout ce qui se dit dans ce rendez-vous. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Thierry Corbarieux et son fils Yann vivent au sud de Toulouse. Ils sont arrivés place du Capitole le samedi 14 juin 2025. Après avoir parcouru le monde pendant 7 mois, une performance sportive mais surtout solidaire, ils ont récolté des fonds pour l'association KO la Muco qui lutte contre la mucoviscidose. C'est une des maladies rares et génétiques qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif, Clément Barguin. Oui, en France, environ 200 enfants atteints de mucoviscidose naissent chaque année. Plus de 7500 patients ont été recensés en 2021, dont plus d'un tiers sont des enfants. La moyenne d'âge des patients est d'environ 25 ans. La mucoviscidose est la plus fréquente des maladies génétiques héréditaires. C'est l'altération de la protéine CFTR, cystic fibrosis transmembrane régulator, chargée d'assurer la fluidité de ce mucus. En fait, le mucus, qui est anormalement épais, colle et cela provoque une augmentation de sa viscosité. Ce manque de fluidité entraîne l'obstruction des canaux au niveau des organes concernés et une accumulation dans les voies respiratoires et digestives. Les bronches peuvent s'encombrer et s'infecter. Les voies et canaux digestifs peuvent aussi être obstrués, ce qui provoque des troubles digestifs et hépatiques. Alors à ce stade, à ce jour, il n'y a pas de traitement curatif, mais beaucoup de progrès ont été réalisés, notamment au niveau de la prise en charge des malades. L'espérance de vie moyenne est aujourd'hui comprise entre 40 et 50 ans, alors qu'elle n'était que de 5 ans dans les années 60, d'où l'importance de soutenir les projets de recherche scientifique en faisant des dons, notamment aux différentes associations. Merci beaucoup Clément Barguin. Évidemment, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. Vous êtes vous-même touché par la mucoviscidose. Vous avez quelqu'un de votre entourage également qui l'est. N'hésitez pas à venir partager votre quotidien avec nous sur Sud Radio. Bonjour Thierry Corbarieux. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous avez terminé un tour du monde à la rame, à vélo, à pied pour cette cause de mucoviscidose. 7 mois à la force des jambes et des bras. C'est quand même un exploit physique, mais surtout ce grand défi solidaire. On va revenir évidemment ensemble sur cette folle aventure humaine. Je voudrais déjà en connaître la genèse. Eh bien, écoutez, c'était un projet que j'avais de longue date, que je voulais faire tout seul à l'origine. Et puis mon fils un jour a émis l'envie de pouvoir partager ce projet avec moi. Alors au début c'était non catégorique parce que c'était trop d'engagement. Et puis en discuter avec la maman et un peu de réflexion et surtout avec Yann qui est mon fils. J'ai dit oui, pourquoi pas, viens avec nous, viens avec moi, partager cette expérience extraordinaire. Et ça a été le cas pendant 7 mois. Pourquoi votre fils? Parlez-nous de votre fils Yann.
Mon fils était mon plus jeune fils et il venait de terminer ses études dans l'immobilier, il venait de passer son BTS et puis il avait envie avant de commencer son parcours professionnel, il avait envie de vivre autre chose et il avait la chance d'avoir ce projet qui s'ouvrait à lui puisque ça faisait 2 ans et demi que je lui en parlais, qu'il était au cœur même du projet puisque c'est un projet aussi familial. Hein. On peut pas faire ça tout seul de son côté. Et donc voilà, il avait envie de vivre cette expérience et de partager ça avec son père et puis aussi pour la cause de la mucoviscidose. Il savait que j'étais parrain depuis quelque temps et pour lui ça avait du sens de faire un projet de la sorte, de vivre ça avec son père mais aussi pour les autres et c'est ce qu'il a pu faire pendant cette aventure extraordinaire. Parrain d'une association ? Oui, tout à fait. Je suis le parrain de l'association Kaola Muco qui œuvre toute l'année avec ses bénévoles pour que les malades atteints de cette maladie puissent vivre leurs rêves grâce à des dons récoltés toute l'année. Donc les malades ont des rêves, ils les donnent à l'association et eux les financent. Et voilà, donc l'intérêt de nous, on allait vivre le nôtre quelque part, notre rêve de faire ce tour du monde. Et il y avait du sens dans le fait que nous, on puisse récolter des dons pour que les malades puissent aussi vivre leur rêve. Et ça, c'était vraiment très important pour nous. Vous avez mis le pied sur place du Capitole, c'était le 14 juin dernier, après ces 7 mois de ce tour du monde hors norme, 7 mois avec vélo, rame, à pied, enfin vous avez fait vraiment quelque chose d'incroyable, on va en parler un peu plus en détail. Qu'est-ce que vous avez par contre ressenti quand vous avez enfin posé le pied au sol après cette grande aventure en compagnie de votre fils ? C'était plein de mélanges, des émotions très très fortes parce que la boucle était bouclée quelque part, mais c'était surtout, je me disais, mais il aurait pu arriver tellement de choses sur le parcours, mais non, on a réussi malgré les aléas qui faisaient partie aussi de l'aventure. On est arrivé au bout, on est arrivé sans trop d'encombre et prendre mon fils dans les bras sur la place du Capitole et voir toutes ces images qui passent à un clin d'œil et me dire surtout, je lui ai fait faire le tour du monde et on l'a fait ensemble, on l'a partagé avec ses mauvais moments et c'est bon surtout qu'il faut retenir et surtout ce partage avec tous les gens qu'on a pu rencontrer sur le parcours. Alors c'était un mélange énorme d'émotions bien sûr, mais c'était surtout ce dont aussi je voulais le faire avec lui, c'est qu'il voit un peu le monde avec un autre œil, un œil d'aventurier, un œil un peu plus à l'intérieur des populations, puisque c'était le but aussi, qu'on les rencontre au maximum et qu'il voit des fois qu'on a des a priori sur les gens, mais au final il s'est rendu compte que c'était une somme incroyable de gens bienveillants qui nous ont aidés pendant tout le parcours et qui ont pu communiquer leur amour aussi sur notre chemin chaque fois qu'on avait besoin et c'est ça que qui se mélangeait un peu dans ma tête, des émotions fortes, très fortes. Thierry Corbarieux et son fils Yann qui ont fait ce tour du monde à la rame, à vélo et à pied pour cette cause de la mucoviscidose. Restez avec moi Thierry parce que au 0826 300 300 vous savez que on vous ouvre l'antenne et que vous pouvez venir témoigner selon les sujets, poser des questions, partager votre avis. On a Baptiste qui est avec nous. Bonjour Baptiste. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous vouliez, vous l'avez dit à Manu, tirez votre chapeau à ce papa. Ouais. Je lui tire vraiment mon chapeau. Je suis à la fois bouleversé et impressionné par son témoignage. Il se trouve que j'ai un ami très proche qui a aussi sa fille Marie qui est atteinte de la mucoviscidose et que depuis de nombreuses années, il fait aussi ce genre de projet pour attirer l'attention sur la maladie, pour collecter des dons et pour soutenir la recherche. Et je suis absolument... je viens d'avoir une fille, moi, qui a 7 mois et qui est, je touche du bois, en parfaite santé. Et je suis impressionné par votre auditeur et par mon ami et par leur combat, leur détermination. Et vraiment, je leur souhaite... Je veux que la recherche fasse des progrès et qu'on puisse trouver un moyen pour que vos enfants vivent avec cette maladie et s'en sortent, tout simplement. Thierry, vous réagissez comment? Parce que vous voyez, quand Baptiste vous dit qu'il est impressionné, vous impressionnez par ce que vous avez fait? Alors moi, je voulais pas impressionner personnellement. Moi, ce que je voulais
peut-être que ça avait du sens pour peut-être donner envie aux autres, être inspirant, comme on dit souvent. Mais voilà, ça a du sens pour moi, être inspirant pour faire une aventure, comme je dis souvent aux écoles qui nous suivaient. Dites à vos parents de faire une petite aventure autour de chez vous, prenez un petit sac à dos, longez le bord du canal et vous verrez, ça sera une belle aventure, passer un week-end. Voilà, ça me parle, vous voyez, d'être inspirant dans ce sens. Après, bien sûr que on a la chance, moi aussi j'ai 3 garçons et j'ai la chance d'avoir des garçons en pleine santé mais il faut pas oublier tous ces malades qui eux luttent au quotidien, et pour les avoir vus régulièrement à l'hôpital, et puis faire aussi des actions en montagne avec eux pour leur donner aussi le goût du sport parce que c'est important pour eux. Voilà, il faut pas l'oublier. Moi je le vois au quotidien quand je fais des sorties avec eux, mais c'est toujours des enfants ou des adultes, bien sûr, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, maintenant le progrès est important, donc leur espérance de vie est beaucoup plus importante, donc il n'y a pas que des enfants, il y a aussi des adultes, mais je vois souvent des enfants plutôt parce que bon, c'est ma fibre aussi, je suis papa et je les vois plus facilement, et donc quand je discute avec eux, je leur dis, faites, comme je disais, faites une petite aventure, partagez quelques heures, quelques moments, déconnectez-vous complètement, allez dans la nature, faire un petit campement pas loin de chez vous, et vous verrez que aussi on n'est pas obligé de faire un tour du monde, mais c'est fabuleux, quoi. Et c'est ça qui a du sens pour moi. On va vous retrouver, Thierry Corbarieux, avec votre magnifique histoire, avec votre fils Yann, ce tour du monde incroyable. J'aimerais que l'on rentre un petit peu dans ce tour du monde après, si vous le voulez bien, dans quelques instants. Les étapes que vous avez faites, comment vous êtes préparé. Vous parliez de mauvais moments, mais vous parliez de bons aussi. Voilà, vous racontez tout cela. Merci à Baptiste d'être intervenu au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas aussi à réagir sur la page Facebook de Sud Radio, où Brigitte nous dit beaucoup ont découvert cette maladie lors du décès de Grégory Le Marchal, qui a effectivement fait un gros focus sur la mucoviscidose. Vous voulez réagir comme Baptiste, vous nous rejoignez au téléphone ou sur Facebook. Thierry, vous restez avec moi parce que vous êtes déjà, vous, un sportif de l'extrême, un aventurier de haut niveau. Vous êtes vous-même trailer. On va rentrer un peu plus en détail dans quelques instants sur ce tour du monde pas comme les autres. Vous écoute. Un voyage sportif à pied, à vélo, en bateau, et ce sans assistance, c'est important de le préciser. Il me précise, Thierry Corbarieux, on a ramé sur notre embarcation de 7 mètres en se relayant toutes les 2 heures pour traverser l'Atlantique depuis les Canaries, etc., etc. Bienvenue dans cette émission Sud Radio vous écoute, où vous venez de vous raconter vos quotidiens, raconter vos vies, quel que soit ce que vous avez envie de nous dire. N'hésitez pas, vous aussi, vous pouvez participer. Et si vous voulez parler de quelque chose que vous avez vécu, vous pouvez nous écrire je participe @sudradio.fr, ou simplement vous mettez Manu au téléphone au 0826 300 300. Nous sommes avec cet homme incroyable, Thierry Corbarieux, qui est sportif de haut niveau, qui est avec nous et qui vient de boucler ce tour du monde avec son fils. Merci d'être avec nous déjà, Thierry, et je vous ai proposé, il y a de cela quelques instants, juste avant notre pause, que vous nous racontiez ce voyage incroyable, peut-être ces bons moments, mais aussi les moments un peu compliqués, et cette transmission, mais aussi ce que vous avez vécu avec votre fils, parce que là, ça a été quelque chose d'extrêmement intense. Alors donc on est parti de la place du Capitole en novembre, le 8 novembre, et on a commencé par le vélo pour traverser toute l'Espagne et arriver à Cadix, où on prenait un ferry avec notre embarcation. Donc on nous avait amené, un ami m'avait amené l'embarcation sur une remorque. On a pris donc 2 jours et demi de ferry pour traverser toutes les îles, aller à l'île la plus au sud des Canaries, El Hierro, tout particulièrement, et on a traversé donc l'Atlantique jusqu'en Guadeloupe, donc 5000 km à la rame, où on s'est relayé, comme vous le dites, toutes les 2 heures, mais ça c'était approximatif parce que il y a eu des moments où on a eu la fatigue, et donc là c'est l'autre qui devait compenser, et ça c'était ça un peu le sens même du projet aussi. Et sans assistance. Alors là, c'était sans assistance, oui, bien sûr. C'était l'Atlantique, on est partis tous les deux, sans assistance, avec une petite embarcation de 7 mètres, un aviron de mer, comme on l'appelle, et 1,70 m de large. Et on avait juste une cabine pour dormir et pour nous mettre à l'intérieur quand il y avait des tempêtes, ce qui a été le cas 4 jours après notre départ. On a eu une tempête qui a duré 4 jours, où on a eu des vagues par moment qui étaient pas loin de 6 mètres. Et ça a été terrible parce que on devait rester enfermé, mais on a eu un double problème, c'est que comme il y a eu 4 jours de tempête, nos panneaux solaires qui alimentaient nos batteries, il n'y avait plus de batteries, il nous restait 9%, et il fallait
plus descendre le niveau des batteries. Donc on a été obligé de sortir à l'extérieur pour pouvoir piloter le gouvernail. Et on pouvait plus le mettre en pilote auto parce que quand il y avait des grandes vagues, ça servait à rien de ramer, c'était trop dangereux. Donc, mais malgré tout, on a été obligé de, pendant ces quelques jours, piloter quand même le gouvernail pour avoir la bonne direction à la main. Et puis voilà, et puis s'enfermer quand vraiment c'était trop dur. Et puis après ça s'est calmé, on a alterné, donc par moment difficilement, par moment c'était portant. On faisait environ une centaine voire 150 km quand il y avait de bons courants par jour. Et puis voilà, donc on a appris à se redécouvrir avec mon fils parce que bien sûr on vit ensemble donc on se connaît, mais c'est dans ces moments-là où on va au maximum de ses capacités. C'est là qu'on peut être usé physiquement, mais surtout mentalement. Et c'est là qu'on va chercher tellement loin qu'on se met tout nu, comme on dit. Et là, on s'est redécouvert tous les deux. On s'est redécouvert sur le bateau avec des moments exacerbés par l'effort et là on a dû jouer de solidarité par moments comme dans la vraie vie on s'est crié dessus parce que on n'en pouvait plus et le moindre chose était une étincelle, mais après tout rapidement on s'est retrouvé dans l'objectif et le projet pour arriver en Guadeloupe, une arrivée extraordinaire au bout de 50 jours. 50 jours de plaisir quelque part parce que on avançait, on voyait qu'on allait atteindre notre but et ça c'était incroyable. Et là toute la famille qui nous attendait sur le pont sans nous avoir dit qu'ils étaient là, ils hurlaient, ils étaient tellement soulagés dans un premier temps et contents de nous voir, que nous ça nous a beaucoup émus. Bien sûr on s'est reposé un peu puis après on est reparti en plein hiver à New York. De New York à Los Angeles, 5400 km de vélo, en plein hiver. En plus, on a eu une vague de froid qui nous est tombée dessus. Et même dans le Texas, il y a eu des températures négatives quand on est passé. Et là, ça a été terrible. Et le deuxième jour, ça a été un moment très difficile parce que Yann a été percuté par une voiture. Il a été projeté contre un trottoir à quelques mètres de son vélo et heureusement plus de peur que de mal. Après 4 heures d'examens médicaux, on a vu qu'il n'y avait rien de cassé mais beaucoup de contusions. Il s'est reposé pendant 2 jours dans le camping-car. Là on avait une assistance aux États-Unis. On avait des amis qui partageaient notre projet avec nous et qui nous assistaient. Nous on était en vélo et ils nous faisaient les relais pour pouvoir dormir la nuit dans un camping-car et avancer. Lui s'est reposé pendant ces 2 jours, comme je disais, et pour revenir après avec moi et continuer l'aventure jusqu'à Los Angeles, voilà qu'on a traversé donc en 38 étapes, toutes les États-Unis. Et puis là, tout le monde est rentré à la maison, notre équipe d'assistance, et nous, on a pris un avion. On n'a pas traversé le Pacifique à la rame comme on aurait souhaité. On a traversé un avion. On est allé en Mongolie, donc Ulaanbaatar, et là, on était sur la fin de l'hiver. Quand on est arrivé, c'était aussi encore négatif. On est allé jusqu'à -17. On a fait la Mongolie, donc en plein hiver, très sauvage, avec de la neige, de la glace. Mais à pied, c'était incroyable. Ouais, non, en vélo, toujours en vélo. Et en vélo, on dormait dans des yourtes avec un accueil des fois dans des yourtes, des fois dans des écoles. On avait compris que la petite supérette du petit village, c'est là où c'est qu'on avait les points de rencontre. Et on demandait un logement pour le soir. Et des fois c'était chez l'habitant, des fois c'était dans des écoles comme je disais. C'est Pékin Express votre truc. Hein. Mais c'était fantastique parce qu'on a fait des rencontres phénoménales. Les gens, en plus en plein hiver, il n'y avait pas de touristes. Hein. On n'a pas vu pendant 2 mois et demi d'Occidentaux sur notre parcours. C'était vraiment des régions très reculées. Et ensuite, on est allé en Chine, dans la province Xi'an, qui est une province qui était où c'est qu'il y avait des Ouïghours. Et les Ouïghours, c'est une région qui a été oppressée par les Chinois. Et dans cet endroit-là, il n'y avait pas beaucoup de touristes là non plus, mais beaucoup de questionnements. Les gens, ils nous voyaient, et quand on leur parlait de notre projet père et fils, de suite, c'était un accueil fantastique, avec beaucoup de questionnements, et ils nous parlaient de leur vie, on leur parlait de la nôtre, et là, c'était un échange permanent, où on a fait énormément de photos, des rencontres fabuleuses. Voilà, puis on a continué sur le Kazakhstan, qui a été notre pays de cœur, on dira, avec Yann, parce qu'on ne s'y attendait pas, et là, on a le peuple kazakh qui nous a accueillis, mais alors là, avec
Et chaque fois qu'on avait besoin, ils étaient toujours présents. Ils nous ont toujours donné beaucoup d'amour et beaucoup de renseignements. Parce que quand on avait besoin, des fois on se perdait. Et ils nous donnaient tout le chemin, quitte à venir faire une vingtaine de kilomètres avec nous en voiture pour nous indiquer, en se mettant devant où c'est qu'il fallait qu'on passe, trouver les bonnes brèches. Et puis voilà, c'était... Voilà, on est passé par l'Ouzbékistan. Mais quel incroyable Thierry, excusez-moi, voilà, j'aimerais vous entendre pendant des heures et des heures me raconter tout cela. Malheureusement, vous savez quand. Voilà, bienvenue dans l'autre réalité occidentale où le temps est toujours compté malheureusement. Mais je vais vous en donner un peu plus que prévu parce que c'est incroyable. Vous m'avez fait voyager là. On rappelle, parce qu'on l'a pas fait depuis le début qu'on se reparle, que c'est pour la bonne cause, hein, que c'est pour l'association KO Muco contre la mucoviscidose, qu'il y a une cagnotte Litchi que l'on peut continuer à découvrir et donc mettre des dons dessus. Mais c'est incroyable, du coup, pour revenir à ces différentes populations que vous avez rencontrées, ces différentes cultures. Là aussi, j'imagine, vous qui êtes un trailer de l'extrême, parce que quand même, vous êtes habitué à ce genre de sport de très haut niveau, voire d'extrême, votre fils un peu moins. Et vous avez été en contact avec des choses que vous ne connaissiez pas du tout. Des gens. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Alors moi, effectivement, j'ai l'habitude de faire des très très longues distances, puisque moi, je suis spécialiste des courses polaires. J'ai fait jusqu'à 1600 km en traversant l'Alaska avec un traîneau et des tennis de course à pied. Donc, je suis habitué à ce genre de choses. Mais ce que j'ai été surpris d'abord, ouais, c'est vrai. Et oui, il faisait moins 40 bien souvent. Et donc, j'étais surpris. Mon fils n'avait aucune expérience, il avait 20 ans, aucune expérience, même je savais qu'il avait quelques prédispositions, sinon je n'aurais pas accepté. Mais lui a réussi à trouver de suite comment faire. Et moi, j'ai eu besoin d'une vingtaine d'années d'expérience. Lui, même si je lui en parlais, même si j'étais là pour l'accompagner, il a eu un courage extrême de pouvoir tenir chaque jour. On faisait, quand on était en vélo, la moyenne c'était entre 140 et 150 km par jour, avec des conditions difficiles, hivernales, même des fois hivernales, même du vent de face pendant très très longtemps. Et il a trouvé cette énergie pour toujours avancer, sans se plaindre, toujours voilà. Et puis en plus, les rencontres qu'il a fait, je vous parlais du Kazakhstan, mais c'est vraiment, il y a une anecdote où il avait crevé les 2 pneus, c'était je sais plus combien de crevaisons dans la journée. Mais il s'arrête, il parle à un Kazakh, qui le Kazakh, lui, il l'amène carrément chez quelqu'un, il le met son vélo dans sa voiture, il dit t'as crevé les 2 pneus, je vais te le réparer. Il l'a amené chez quelqu'un qui n'avait pas de magasin, il n'y avait pas de magasin, on était vraiment isolés. Et là, ils ont réparé son vélo, ils l'ont ramené sur la route pour qu'il puisse revenir avec moi. Mais c'est des rencontres incroyables, tout ça. Ça l'a changé. Ça l'a changé votre fille, enfin changé. Complètement. Comme je dis, je suis parti avec un jeune homme, mais là, je suis arrivé avec un adulte, quelqu'un qui a compris le sens du voyage. Et c'est ça ce qui était important. Le sens du voyage, c'était bien sûr le côté sportif, parce qu'on aime ça, mais c'était surtout les échanges avec les gens, les rencontres. Et donc, il a vu un peu aussi que dans la vraie vie, que dès qu'on a beaucoup de bienveillance partout, et malgré les conflits qui actuellement, il y a quand même aussi des gens qui sont là pour aider les autres. Et ça lui a donné beaucoup de maturité dans ce voyage. Et ça j'ai beaucoup aimé. Ça de lui redonner confiance en l'humanité aussi un petit peu. Ça lui a redonné des valeurs. Alors déjà, il avait besoin d'avoir confiance en lui. Ouais. Paradoxalement, c'était un de mes 3 enfants qui avait besoin d'avoir un peu plus confiance en lui, et ce voyage, il l'a aidé. Déjà pour lui personnellement. Et confiance en l'humanité, alors ça, il l'a vu. C'est vrai qu'au quotidien, il n'y a pas eu un moment où on a eu de problèmes. Je dirais sur les 25 000 kilomètres, on n'a pas eu de soucis, je dirais, aucun, avec aucun pays traversé. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème, hein. Je ne suis pas non plus à dresser un portrait angélique de tout, mais je pense que le fait d'être aussi en vélo, d'avoir un papa et un fils, ça parlait aux gens. C'était un vecteur de communication. À chaque fois qu'on les rencontre, je vous dis, et qu'on parlait de notre histoire, de suite ça ouvrait leur cœur, et ils étaient là pour nous aider aussi, bien souvent, parce que ça leur parlait. Ils ont des enfants aussi, et beaucoup de gens me disaient j'aimerais tellement vivre ça avec un de mes enfants, que vraiment merci de ce partage, quoi. Ouais, et comme vous le dites, on n'est pas obligé de faire le tour du monde dans des conditions extrêmes et hivernales comme vous l'avez fait. Non, moi personnellement, je vais emmener mon fils au bord de Tarn. Non mais voyez, mais je taquine, mais je suis également extrêmement impressionnée, et
et vous avez tout mon respect parce que ce que vous avez fait, la façon dont vous en parlez, surtout aussi ces rencontres incroyables où on découvre les autres cultures, où ça ouvre aussi l'esprit sur le monde, et donc ça l'ouvre sur notre quotidien avec les gens avec lesquels on est tout le temps. Et puis cette lutte aussi pour Kao Muko. Vous avez monté. Alors pour finir, je vais vous demander, vous avez aussi fait ça pour récolter des fonds. Vous avez récolté des sous, et je crois qu'il y a un film qui est en préparation. Exactement, là, oui. Bon, déjà, il y a eu un joli reportage sur Stade 2 qui parle de notre aventure, hein, qui est encore visible sur YouTube, mais aussi, on est en train de faire un film avec un vidéaste qui est venu sur certains points, notamment en Mongolie, parce que c'était des parcours très sauvages, où il a fait des images, mais juste incroyables. Et puis après, il y a beaucoup de nos images à nous, puisqu'on n'avait pas d'assistance sur l'océan, et que bien souvent, il n'y avait personne. Donc, on est en train de monter ce film. Enfin, c'est plutôt lui qui est en train de le finaliser pour début septembre. Alors on ne sait pas trop où sera projeté, mais on en parlera sur les réseaux de façon à ce qu'il puisse se voir au quotidien. Et puis moi je suis en train d'écrire le livre de notre aventure. Ça faisait longtemps que ça me donnait envie. Après, voilà, et je vais raconter un peu tout ce qu'on a pu vivre dans ce livre. Et voilà, il est bien commencé. Ça fait quelques semaines que je suis dessus. Et voilà, donc il y aura... Et puis pour Kao Muko, on peut vous trouver sur internet, l'association Kao Muko. Kao la Muko, donc Kao comme Kao, la MUCO. Okay. Et vous pouvez effectivement donner sur cette association, voilà, pour la bonne cause, puisque c'est pour donner des projets, financer des projets pour les malades atteints de cette maladie. Eh bien super. Voilà. En tout cas, on voulait vous donner la parole et que les micros de Sud Radio soient ouverts pour annoncer, raconter votre histoire, mais surtout parler de